Exactement, chérie. Installez-vous tranquille. C'est sympa de Non, c'est sympa de voir. Vous êtes sur IDFM Radio Anguin, la radio du bien-être. Bonne émission. Merci beaucoup. On va se gêner, tiens. Tiens, attends, disons. Chauffer ici. Hein. Quand même pas pour chauffer bien. Ça, c'est tout chaud. C'est chaud. J'ai oublié mes lunettes, mais c'est pas grave. Bonjour à toutes, bonjour à tous. Je suis ravie de vous retrouver pour une nouvelle semaine, bien froide ce matin. En tout cas, Florence Sueur au micro, accompagnée de Philippe, mon fidèle compagnon à la technique. Et bienvenue au bar de l'économie sur IDFM Radio Anguin. Bien sûr en FM 98.0, en vidéo live via Facebook et retrouvez-nous sur notre chaîne YouTube. Alors aujourd'hui, manque d'espace dans les logements, des hauteurs de plafond de moins 27%, des Français qui ont grandi, plus 7 cm. Une construction immobilière de qualité, eh bien c'est le thème du jour avec mes invités que je remercie d'être à mes côtés. Antoine Desbarrières, bonjour. Bonjour. Vous êtes le directeur général du groupe Qualitel, président de Cercal Qualitel Certification, association dont la mission est de promouvoir la qualité de l'habitat par la certification des logements, l'information bien sûr au grand public. Et vous êtes à l'origine de cette enquête dont je viens de parler, révélée au mois d'octobre. Vous faites aussi de la recherche et donc avec vous, bien sûr, on va parler de la RE 2020. Alors les maisons construites à partir de l'été 2021 ne pourront plus être chauffées au gaz. En 2024, les logements collectifs seront privés de gaz, a annoncé Barbara Pompili, la ministre de la Transition écologique, la semaine dernière. Pourtant, le chauffage à l'électricité ne convient pas à tout le monde. Saignement de nez, atmosphère sèche, déshydratation. Bref, les fabricants ont de gros progrès à faire. Et à nos côtés, pour alimenter ce débat, Marc Gédou, bonjour. Bonjour. Vous présidez Pierre Étoile, SAS Pro. Vous êtes promoteur constructeur indépendant depuis 1994. Vous faites de la construction neuve, mais aussi de la valorisation, un peu de réhabilitation, de l'habitat privé ou social, avec ou sans commerce, des équipements publics, et tout ça en Ile-de-France. Donc on sera intéressé avec vous de voir comment on applique toutes ces nouvelles normes. Y a-t-il des faux certificats? Comment on fait pour s'y retrouver? Et puis, en tant que promoteur, les coûts, puisqu'on dit qu'il est peut-être difficile d'y trouver son compte. Mais comme d'habitude, avant ce débat, c'est nos infos du jour. Et tout de suite, la chronique de l'expert. Aujourd'hui, notre expert en économie, en direct avec nous en studio, Christophe Rivet. Bonjour. Bonjour. Alors, chère Florence, bonjour à tous. Le sujet du jour va être un peu provocateur. Le dépôt de bilan peut-il constituer une stratégie? Alors, c'est un titre de chronique qui peut paraître un peu provocateur ou délibérément cynique, à l'heure où nombre d'entreprises font face à des difficultés létales liées à la situation sanitaire. Mais comme nous sommes sur les ondes d'une situation sérieuse, et de surcroît dans une émission dédiée à l'économie, on peut se douter que le sujet recèle une vraie pertinence. Tout d'abord, rappelons les grandes lignes des procédures dites collectives, c'est-à-dire les dispositions légales qui régissent la vie de l'entreprise lorsque les difficultés qu'elle connaît peuvent mettre son existence même en péril. Alors, traçons une ligne imaginaire représentant le moment où l'entreprise se trouve en cessation des paiements, c'est-à-dire également lorsque son actif disponible ne lui permet pas de faire face à son passif exigible. A noter que si des réserves de crédit ou des moratoires accordés par les créanciers lui permettent de faire face au passif exigible, elle n'est pas, techniquement, en cessation des paiements. Cette ligne de crête est fondamentale en droit des sociétés. Si elle est franchie, le dirigeant a 45 jours pour déclarer sa situation devant le tribunal. Avant le franchissement de cette crête, il est toujours possible de négocier de gré à gré avec ses créanciers ou en se faisant aider par un professionnel nommé par le tribunal. On parle alors de mandat ad hoc pour négocier des reports ou des annulations de dettes. L'issue la plus favorable est un accord amiable avec le créancier. En cas d'échec, ou si les difficultés sont plus sérieuses, prévisibles ou avérées, on peut également
entamer une démarche dite de conciliation. Alors attention, on peut être en cessation des paiements, mais toujours pas au-delà des 45 jours. Lors de cette procédure, un conciliateur nommé par le tribunal va négocier avec les créanciers, chacun ayant conscience qu'un échec entraînera fort probablement des conséquences plus lourdes. Le tribunal peut valider l'accord, ce qui entraîne force exécutoire. Alors, quel est l'intérêt stratégique de ces deux procédures? Eh bien, c'est leur discrétion. Le chef d'entreprise et le conciliateur choisissent les créanciers avec qui ils discutent. Les difficultés ne sont pas dévoilées au grand jour, sauf dans un cas d'homologation de l'accord s'il a été demandé, mais passons. Si l'entreprise n'a pas franchi la ligne de cessation des paiements, cette fameuse crête, il peut demander l'ouverture d'une procédure de sauvegarde, qui est une sorte de dernière chance avant le dépôt de bilan ou la liquidation. Mais là, plus de discrétion. Les dettes sont gelées, les créanciers sont prévenus et doivent déclarer leurs dettes. Montons encore d'un cran, et considérons qu'à présent, l'état de cessation des paiements est constaté. Alors, et à moins de demander une conciliation, le chef d'entreprise doit demander un redressement judiciaire ou pire une liquidation. Alors le but d'une RJ, comme on l'appelle, est de proposer un plan au terme d'une période d'observation avec comme finalité soit une continuation de l'entreprise, mais avec des sacrifices acceptés par les créanciers et bien souvent dans l'organisation, soit une cession d'entreprise, celle-ci passant entre de nouvelles mains, soit une liquidation si aucune validité n'a été démontrée. Alors, arrivé à ce stade, ayant sous les yeux le panorama des possibilités en cas de difficulté, peut-on parler de stratégie? Eh oui, toute la stratégie tourne autour de la continuité de l'activité que l'on confond parfois avec la survie de l'entreprise en tant qu'entité juridique. Continuer une activité en conservant un maximum de ses salariés, de son chiffre d'affaires, de ses commandes, va parfois passer par un sacrifice de la structure actuelle de l'entreprise. Un dépôt de bilan bien maîtrisé, pris en amont, est souvent préférable à une interminable agonie qui aura épuisé tant les salariés que les partenaires de l'entreprise. Un plan de continuation bien construit, sans attendre une dégradation trop profonde de la confiance des clients clés, des salariés, de la trésorerie, permettra à l'entreprise de repartir plus vite et plus fort. C'est dans cet état d'esprit qu'a été introduit dans le droit français, justement, la procédure de sauvegarde dont on vient de parler. Entrepreneurs, n'attendez pas d'être vraiment à bout de ressources pour entamer un processus de redressement. N'attendez pas la cessation des paiements pour agir, même si cela signifie une démarche difficile psychologiquement de saisine d'un tribunal. C'est sûr, une démarche très difficile, Christophe Rivet. Alors, quelle stratégie pertinente, d'autant en pandémie en ce moment, par exemple? Absolument. Alors, évidemment, il faudrait l'adapter à chaque cas, mais essayons de tracer les grandes lignes. Tout d'abord, et c'est l'ancien DAF qui parle, mettez en place avec votre comptable une vision très régulière de votre trésorerie. C'est extrêmement important. Et un système, même rudimentaire, de prévision de cash pour les mois à venir. Rien n'est pire que de se retrouver à la fin du mois dans l'impossibilité de payer les salaires ou des charges sociales sans l'avoir anticipé. Ensuite, en cas de difficulté, préparez un plan d'action à court et moyen terme. Dans tous les cas de figure, ça permettra de clarifier les possibilités tant avec votre équipe qu'avec les partenaires. Ensuite, troisièmement, il faut négocier. Il est préférable de discuter de gré à gré ou avec un conciliateur, avec un créancier, que de le planter, comme on l'appelle, complètement. La confiance serait alors totalement rompue. Alors que prendre l'initiative de demander un étalement, avec à l'appui un plan d'action clair, permet de démontrer la maîtrise de la situation. Un élément à prendre en compte, il faut le rappeler, c'est que la négociation à ce stade est privée. Les créanciers que l'on n'a pas contactés ne sont pas au courant, ni les clients, ni de manière générale les partenaires de l'entreprise. Enfin, et encore une fois, la bonne stratégie au final, s'il faut revenir à ce point, est de sauver la continuité de l'exploitation. Pas l'entreprise elle-même dans sa structure juridique actuelle. Bien des chefs d'entreprise ont obéré toute chance de repartir en ayant trop attendu, en visant un retournement de situation. Alors, en conclusion, est-ce que le dépôt de bilan est une stratégie? Le dépôt de bilan n'est pas une stratégie en soi, mais il faut une stratégie pour gérer un dépôt de bilan. C'est une décision difficile, mais où il faut parfois s'engager pour préserver l'avenir. Merci à tous et bonne semaine. Merci Christophe Rivet pour cette jolie chronique. Donc vous pourrez la réécouter sur YouTube dès cet après-midi. On poursuit avec nos infos du jour. Eh bien, un petit rendez-vous pour commencer, un rendez-vous online, bien évidemment. C'est le 2 et le 3 décembre prochain. La deuxième édition du Forum des filières d'excellence, Filex France, ça s'appelle, Filex France 2020, autour du thème « Les entreprises en cluster économique ». Face à la crise et pour la relance. À cette occasion, le résultat des trophées Filex sera annoncé dans 3 catégories: le bas carbone dans la construction des bâtiments et des villes, le bien vieillir, les projets industriels
modèle innovant à fort impact territorial. La ministre déléguée à l'industrie Agnès Pannier-Runacher devrait faire l'ouverture de la matinée du 3 décembre. Près de 100 conférenciers vont alterner entreprises, managers de clusters d'entreprises, pôles de compétitivité, institutionnels et experts vont témoigner pendant les 2 demi-journées. Vous pouvez aussi voter sur les projets nominés au trophée et vous inscrire en même temps à cet événement. Donc vous allez sur le filex-france.com et vous en saurez un petit peu plus. Deuxième info du jour, eh bien c'est pas une info, c'est un appel aux bénévoles et aux dons. Notre rencontre avec les Restos du Cœur. L'interview du nouveau président Jean-Michel Bert. Mais je suis désolé, mais t'as vu ce que tu nous as dit. Donc, le point le plus critique, ce sont les bénévoles. Les Restos du Cœur tournent. L'essentiel de la main-d'œuvre sont des bénévoles. Donc, pour donner un chiffre, avant le confinement, bon an, mal an, les Restos du Cœur du Val d'Oise, c'était 900 bénévoles. Avec les confinements qui touchent les personnes fragiles et les personnes âgées, parce que les bénévoles des Restos du Cœur sont des personnes en général à la retraite, et bien nous sommes actuellement à environ 600 bénévoles présentement dans les centres. Donc mon appel, c'est toute personne qui se sent prête à donner de son temps, même si c'est un peu de temps, voilà, c'est tout temps donné, sera très apprécié. Merci Jean-Michel Bert, on a compris que vous recherchiez 300 bénévoles, donc si on nous en manque, quel que soit l'âge, quel que soit le nombre d'heures que vous avez consacré au Resto du Cœur, eh bien, allez frapper à leur porte. À quel numéro ou comment fait-on pour venir rencontrer si on veut devenir bénévole, Jean-Michel Bert? Eh bien, le plus simple, c'est d'aller sur le site des Restos du Cœur. Et en fonction du lieu d'habitation, automatiquement, ça arrivera au bon département, au siège de l'association du Val d'Oise, donc en l'occurrence, et on vous rappellera. Merci beaucoup Jean-Michel Bert et très bonne journée. C'est moi qui vous remercie. Bonne journée, au revoir. Et on poursuit donc avec nos... On poursuit donc avec nos infos du jour. Mesure Covid, l'allègement du confinement. Jean Castex a donc précisé plusieurs points, et notamment une nouvelle garantie de ressources de 900 € par mois versée jusqu'en février 2021 à 400 000 travailleurs. Oui, ça peut arriver, c'est ton fichier qui est mort. Tu nous fais quoi là? Je te fais quoi? C'est moi qui fais quelque chose. Tes cheveux s'étalent. Je suis garanti. Mais là, on ne peut pas l'apprendre ça. D'accord? Attends, mais parle si tu veux, tu peux parler. Attends, ta vidéo. Alors, donc on continue avec nos infos du jour. Le Covid-19, le gouvernement... Attention, on reprend l'antenne. Covid-19, le gouvernement envoie des SMS aux Français pour les inciter à télécharger l'application Tous Anti-Covid. Le gouvernement souhaite atteindre 15 millions d'utilisateurs pour pallier à cette pandémie. Un palier en fait à partir duquel l'application de traçage des cas contacts deviendrait efficace selon le ministre Cédrico, le ministre du numérique. Le Conseil d'orientation des retraites, c'est donc une autre info qui prévoit dans son rapport un déficit d'un peu plus de 23 milliards d'euros d'après le magazine Capital, principalement dû au déficit de la sécurité sociale. En cause, la crise Covid avec la diminution de l'emploi salarié et les reports et les annulations de charges, moins 5,1% des cotisations versées. Et comme le PIB de 2020 va diminuer mécaniquement, la part des retraites dans la richesse nationale française va passer à un peu plus de 15% en 2020. Selon les scénarios envisagés, il faudrait attendre 2040 à 2070 pour retrouver des comptes positifs si l'on tient compte de la dernière réforme en cours. C'est ce qu'annonce donc le fameux rapport du COR. Et donc tous les actifs nés à partir de 1973 verront leur durée de cotisation
augmenter progressivement. En tout cas, c'est une des pistes. Il faudrait aussi porter l'âge de la retraite à 64,2 ans pour retrouver des comptes positifs en 2020. Donc voilà pourquoi, après la crise Covid, l'Élysée devrait remettre la réforme des retraites sur les rails. Autre info du jour, c'est le Fonds monétaire international qui conseille aux pays d'investir et de s'endetter alors qu'il était le temple de la rigueur budgétaire. Une incroyable recommandation. Donc les secteurs où investir sont multiples, dit le FMI. Les infrastructures, les routes, les communications, la santé, la transition énergétique, les protections des côtes pour les pays qui risquent de voir monter le niveau des eaux. Les experts de Washington vont même jusqu'à affirmer que tout milliard dépensé en investissement public produit 2 milliards de croissance supplémentaire. Le FMI, basé à Washington, a été créé en 1944 pour remédier au grand désordre économique de l'entre-deux-guerres. Les 189 pays membres détiennent chacun une part du capital proportionnelle à leur taille et ils prêtent aux pays en difficulté. Cet organisme est toujours dirigé par un Européen. Christine Lagarde est actuellement sa présidente. Pendant presque 30 ans, le FMI a mis des dizaines de pays sous ce qu'il appelait les programmes d'ajustement structurel. Il s'agissait de couper violemment dans les dépenses publiques pour corriger les déficits budgétaires. Il enjoignait de privatiser massivement en Asie, en Afrique. En contrepartie de ces politiques douloureuses, les pays recevaient des prêts. Et les experts de l'époque expliquaient que c'était en réduisant les dépenses publiques qu'on allait rétablir la croissance. Avec la Covid, eh bien, la croissance s'est effondrée et à peu près partout sur la planète. Les taux d'intérêt, le coût de la dette est très faible et même nul. Il est donc logique que les recommandations changent. L'idéologie dominante devient celle de l'intervention du soutien de l'État. Il n'y a pas donc qu'en France que le déficit se creuse. Aux États-Unis, il devrait approcher les 3 000 milliards d'euros en 2020. C'est pourquoi la dette mondiale a bondi de 15 000 milliards de dollars et elle atteint maintenant désormais 277 000 milliards de dollars, soit l'équivalent de 4 années d'activité économique sur la planète. Est-ce que ça vous fait réagir, Antoine Desbarrières, pardon? Est-ce que ça me fait réagir? Alors, d'abord, je voulais une toute petite précision. Je crois que Christine Lagarde n'est plus la directrice générale du FMI. Elle est maintenant à la Banque Centrale Européenne. Mais c'est juste un tout petit détail. Qui a son importance. Oui, alors l'endettement, la situation Covid est exceptionnelle. Donc forcément, on a des solutions exceptionnelles face à une situation exceptionnelle. Donc les repères d'il y a quelques mois ne sont plus les mêmes. Il faut changer, il faut se remettre sur un nouveau paradigme. On le verra tout à l'heure sur le sujet du logement. Là aussi, il y a un changement de paradigme complet qu'il faut envisager dans la situation qui est la nôtre. Merci beaucoup. Marc Gédou, vous voulez réagir? Oui, mais c'est des chiffres un peu vertigineux. Mais, on a du mal à se représenter ce que ça veut dire. Tout à fait. Mais ce qui est bien, c'est que quand même les organismes comme le FMI se remettent en question, parce que vous aviez mis le contexte en fait où il exigeait en fait, que ce soit en Grèce ou en Argentine et d'autres pays, des mesures drastiques de récession qui entraînaient des récessions. Là, c'est pas le cas. S'endetter, c'est vrai que l'argent n'est pas cher, mais il faut quand même le rembourser cet argent. Et c'est un endettement maintenant, que ce soit dans les pays développés, on parle comme ça, mais en Afrique, ce sera pareil, c'est des générations pour le rembourser, s'ils seront remboursés un jour. C'est la question qu'on pourra se poser dans quelques décennies. Merci beaucoup pour votre réaction à tous les deux. Dernière info du jour, c'est Renault. L'accord pour supprimer 2500 postes dans l'ingénierie et les fonctions tertiaires en France via les départs volontaires a été validé par les syndicats. Cet accord s'inscrit dans le cadre du plan d'économie de plus de 2 milliards d'euros sur 3 ans, annoncé donc fin mai par la direction du groupe automobile en difficulté. Ce plan prévoit quelques 15 000 suppressions de postes dans le monde, dont 4 600 en France, soit environ 10% des effectifs dans l'Hexagone. Toujours dans ce plan, bien sûr, de restructuration drastique engagé par le nouveau directeur général, Luca De Meo. Renault promet
En contrepartie, 3000 emplois à Flins d'ici 2030. Il annonce l'arrêt de la ligne d'assemblage de véhicules neufs dans cette usine de Flins dans les Yvelines et il ferme son site de recyclage d'organes mécaniques de Choisy-le-Roi en Val-de-Marne, créant à la place la première usine européenne d'économie circulaire dédiée à la mobilité. Le nouveau site est dénommé ReFactory. Il accueillera progressivement à Flins entre 2021 et 2024 les activités de Choisy ainsi que des activités de démantèlement de voitures et de reconditionnement de batteries électriques. Cette transformation s'inscrit dans le plan de restructuration et la dernière fermeture d'une usine d'assemblage en France remontait à 2013 avec l'arrêt de la production dans l'usine d'Aulnay-sous-Bois. Alors, c'est la fin de nos infos. Juste un rappel, donc, pour les Restos du Cœur, ils ont besoin de 300 bénévoles. Donc, si vous avez une demi-journée minimum à leur consacrer, eh bien, contactez-les soit sur leur site internet, soit vous pouvez aller les rencontrer dans chacun des lieux qu'ils ont proche de chez vous. Et pour le Val d'Oise, le dépôt principal est à Argenteuil. Pour les vêtements, ils en ont besoin et vous pouvez aller les déposer également au dépôt d'Argenteuil. Voilà, c'était les infos du jour. On fait une petite pause musicale et on entame notre débat au niveau de la qualité du logement. T'écoutes jamais ton fichier avant de le donner? Si. Non, bah non, c'est pas possible. C'est pas possible. Le son de l'interview était pas mal, c'est quand il y avait un grésillement. Ça, j'ai pas compris, ouais. Mais c'est nouveau. Ça, moi, je l'ai pas, moi. Ah bah, c'est bizarre, c'est le fichier que tu m'as donné. Moi, je l'ai pas chez moi. Moi, je te dis, c'est le fichier que tu m'as donné. D'accord, mais chez moi, je ne l'ai pas. Donc, voilà, c'est pas possible de passer ça à l'antenne. c'est passé. Oui. Non, mais c'est pas Ça, ça. c'est dans le fichier? Comment? C'est dans le fichier? Oui. dans le C'est fichier. pas une raison Ça, c'est pour. Comment C'est ça? pas une raison pour pas ouvrir les micros. Hein. Bah, de toute façon, non, mais c'est pas le problème. Le problème, c'est que j'ai été voir ton guide, ça va pas du tout, cette histoire. C'est tout. Et là, normalement, un fichier comme ça, tu l'envoies. Tu sors après Alors, l'émission. s'il te plaît. Hein. Faut obligé de sortir au milieu. La fin de l'émission, c'est prévu à 11h. 11h. 11h moins 5 à peu près. Enfin, moins 3, moins 5, on va dire. Ah oui, on a le temps là. Alors là, c'est qui, s'il te plaît? L'auditoire, il est plutôt quand même grand public, très grand public. Oui, beaucoup de chefs d'entreprise. Ouais. Eh bien, on a tout. On a aussi... Et c'est sur quel périmètre? Nous, on est sur toute l'île de France. Toute l'île de France. Et avec les réseaux, on rayonne partout. On a des gens qui nous écoutent des États-Unis, du Maroc. Tu voyais un peu? Il y a une édition en anglais qui va bientôt arriver en chanson d'Irlande. C'est ça, oui. Remarque, avec les traductions instantanées, peut-être qu'un jour ça pourra se faire. Hein. Là, pour le coup, la qualité de l'édition va s'en sortir, je pense. C'est pas des terres. Bah, sauf Il y a un que... mot, qui est arrivé sur Il est en tout. Nous sommes au bar de l'économie. Vous venez d'entendre Les Enfoirés, un extrait de À côté de toi. Aujourd'hui, nous parlons donc construction immobilière de qualité avec nos invités du jour, Marc Gédou, président de Pierre Étoile SAS, et Antoine Desbarrières, directeur général du groupe Qualitel, président de Cercal Qualitel Certification. Alors justement, Antoine Desbarrières, quelle mission pour l'association Qualitel? Quelle est sa première mission? Et puis, quel rapport avez-vous avec les élus, quels qu'ils soient, ministres, sénateurs, députés et maires, bien sûr, qui doivent logiquement faire respecter l'application des normes, j'imagine? Oui, alors Qualitel, un peu d'histoire, elle a été créée par l'État
en 1974, au moment du premier choc pétrolier en fait, dans le but de doter les logements sociaux d'un référentiel, d'un niveau de qualité supérieur, dès lors que ceux-ci bénéficiaient de financement aidés de l'État, ce qui est toujours le cas. Alors, il n'y a plus ces aides de l'État associées aux logements sociaux, mais Qualitel existe toujours. Qualitel agit, on l'a dit, par la certification du logement et agit par l'information du grand public sur la qualité du logement. Alors, la certification, qu'est-ce que c'est ? C'est important pour vos auditeurs de bien l'avoir en tête. Une marque de qualité associée à un produit. Donc, pour ce qui nous concerne, c'est un logement neuf ou rénové ou géré. Et cette marque de qualité elle est délivrée par l'organisme certificateur qui va attester de la conformité par rapport à un référentiel. C'est un peu une norme en fait, qui a été établie avec toutes les parties prenantes, les représentants des consommateurs, les représentants de la filière construction, les promoteurs, les pouvoirs publics, les constructeurs de maisons, les architectes. Voilà. Donc on atteste de cette conformité et on délivre la marque de qualité qui permet de valoriser un bien par rapport à celui qui ne bénéficie pas de cette marque. C'est une démarche volontaire, très encadrée par la loi, le code de la consommation, et nous-mêmes, en tant qu'organisme certificateur, nous sommes accrédités par le Comité français d'accréditation. Alors cette marque de qualité, en fait, elle est très utilisée, je l'ai dit, par les promoteurs. Peut-être que Marc Gédou pourra en parler tout à l'heure. Elle est utilisée par ceux qui construisent, ceux qui gèrent, mais elle est aussi utilisée par les collectivités locales qui vont s'appuyer sur cette marque de qualité, donc NF Habitat pour ce qui nous concerne, qui peut être complété d'un marquage HQE pour des niveaux de performance supérieurs sur la qualité de vie, le respect de l'environnement, la performance économique. Donc cette marque de qualité, le maire, le président de la communauté d'agglo, lorsqu'il va mettre à disposition des fonciers directement ou indirectement via une société d'aménagement par exemple, lorsqu'il va édicter un PLU, il peut s'appuyer donc sur cette marque de qualité pour exiger un niveau de qualité, de performance supérieure qui va aller sur plus d'environnement, un meilleur confort acoustique pour les logements qui sont construits. S'il y a un enjeu particulier, il est de plus en plus fréquent. Le respect, bien sûr, ou l'engagement dans la biodiversité. Et puis plus récemment, par exemple, les enjeux d'économie circulaire. Ça, on va en reparler tout à l'heure un peu plus en détail. Vous dites, mais entre il peut et il doit, quelle est la différence ? Il peut. Il peut, c'est-à-dire que c'est tout à fait volontaire de sa part. Le principe en France, c'est qu'on respecte la réglementation. Là, on n'est pas sur des réglementations nationales, on va être, pour le coup, sur des incitations sur plutôt. Une réglementation locale. Ça peut être aussi une incitation. Il peut y avoir aussi des aides financières qui sont allouées si le projet respecte un niveau de performance supérieur au regard de cette marque de qualité. Voilà, donc ça, ce sont les élus locaux en général. Et puis, donc ça peut être tout type de collectivités. Et puis, vous parliez des élus nationaux. Donc, effectivement, on les rencontre aussi au Parlement, où effectivement, pour ceux qui passent le cran et qui deviennent ministres, on les rencontre pour promouvoir et valoriser et mettre en avant nos idées, notre point de vue. Et notre point de vue, quel est-il ? C'est qu'on a un vrai besoin de qualité dans son logement, au sens le plus large du terme, mais surtout une qualité qu'on appelle globale, multicritère. C'est-à-dire que, je vais prendre un exemple très simple, il est inutile de rénover énergétiquement, même si c'est un enjeu majeur, un immeuble, si le même immeuble est en train de se casser la figure, ou s'il y a des risques de sécurité incendie pour les habitants, ou s'il y a des problèmes de fuite, ou s'il est construit à un endroit qui est dangereux au regard d'un risque d'inondation, par exemple. Voilà. Donc cette qualité globale, elle doit s'intégrer en prenant en compte des critères de sécurité, des critères de confort. On n'a pas vocation à vivre dans une grotte, donc on a besoin de calme chez soi, de ne pas forcément entendre ses voisins,
de ne pas avoir trop chaud en été, ni trop froid en hiver, bien sûr. Voilà, c'est tout ça, cette notion de qualité globale multicritère, et nous essayons de la pousser auprès des élus nationaux, au Parlement, pour que dans les lois qui sont votées, cette notion puisse être intégrée et embarquée quelque part dans les débats qui ont lieu, par exemple aujourd'hui, sur les sujets de rénovation énergétique, avec le gros sujet de la prime rénov qui passe dans la loi de finances. Par exemple, en ce moment. on en reparlera tout à l'heure. Autre mission que vous portez un peu plus à l'international, et cette fois avec le groupe CSTB, vous avez aussi une filiale, si je puis dire, c'est Certivea, c'est ça, qui porte des normes plus internationales? Alors c'est presque ça. En fait, donc Cercal Qualitel Certification, l'organisme de certification de l'association Qualitel, a créé avec Certivea, qui est l'organisme de certification filiale du CSTB, Centre scientifique et technique du bâtiment, qui est un organisme consacré à tout l'habitat, tous les immeubles et bâtiments non résidentiels, alors que Cercal et Qualitel, c'est le résidentiel. Et nous avons créé ensemble une filiale qui s'appelle Cerway, qui intervient à l'international pour porter la certification telle que nous la voyons en France. C'est-à-dire que c'est la vision française en fait de la qualité environnementale au sens large du terme, de la construction durable. Et c'est porté par Cerway, qui est présente aujourd'hui dans 26 pays, très présente au Maroc, notamment. Et on comprend bien pourquoi. Il y a toujours une grande complicité quelque part qui existe entre ces deux pays, et les Marocains s'inspirent beaucoup des règles françaises pour se développer, notamment sur ces sujets. Et nous portons là la marque HQE au Maroc, en Chine, en Allemagne, sur des immeubles de logement, au Brésil aussi, avec un partenaire certificateur au Brésil. Et donc c'est un complément qui est essentiel, parce que la notion de certification et de logement en France, elle doit se concevoir beaucoup plus largement que ça. On est aujourd'hui confronté à des normes et des réglementations qui dépassent nos frontières, qui nous sont imposées par l'Europe. Et donc il est essentiel que ces certifications traversent les frontières et se portent au-delà du simple territoire national. Est-ce que nous sommes en France plus avancés que d'autres pays, ou au contraire peut-être derrière l'Allemagne ou la Suisse? Où est-ce qu'on en est par rapport à l'Europe? Alors en matière de certification du logement, Qualitel est le principal premier organisme au monde, uniquement par la volumétrie et le nombre de logements qui sont certifiés en France. C'est beaucoup lié à l'antériorité, 1974. En France, c'est à peu près 150 000 logements tous les ans qui sont engagés en certification, ce qui est considérable. Et donc il n'y a pas d'équivalent dans le monde ailleurs. Les autres pays où il y a une grande dynamique en matière de certification volontaire, ce sont les pays anglo-saxons, donc principalement le Royaume-Uni, les États-Unis. Et puis on a aussi une existence de référentiels dédiés à l'énergie spécifiquement, historiquement en Allemagne avec un référentiel qui s'appelle Passivhaus, en Suisse avec un référentiel qui s'appelle Minergie. Mais il y a une vraie avance de la France aujourd'hui sur ces sujets-là. Et on le verra tout à l'heure, quand on évoquera, je crois, le sujet de la réglementation à venir pour les bâtiments neufs. Là aussi, la France est plutôt très 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 bien positionnée. Alors justement, comment, avant de revenir aux normes et avant de parler de l'enquête de votre baromètre que vous avez publié au mois d'octobre, comment fait-on pour obtenir la certification d'un logement? C'est vous, Marc Gédou, peut-être. Comment faites-vous une fois que vous avez fini la construction de votre immeuble ou la réhabilitation? Alors, ce n'est pas la certification d'un logement en particulier, c'est-à-dire que dans une opération, toute l'opération est certifiée. Et ça va même au-delà, c'est le promoteur lui-même qui est certifié, c'est-à-dire que si vous vous engagez dans la démarche NF Habitat, la certification NF Habitat, c'est toute votre production qui est certifiée NF Habitat. Après, opération par opération, vous pouvez, comme l'a dit Antoine Desbarrières, avoir un volet environnemental, HQE, qui peut être fait à la demande, mais c'est pareil, quand vous avez un volet HQE, c'est l'opération elle-même aussi, HQE. C'est pas un logement plutôt qu'un autre. Voilà.
Donc finalement, c'est au début, au moment de la réflexion du projet, où là, vous intégrez tout ce qu'il faut intégrer, que là, vous savez si vous allez pouvoir être certifié. Tout à fait. Et l'avantage de cette certification, c'est que ça nous permet, nous, dès le départ, d'avoir un projet dès sa conception qui respecte en fait un référentiel technique, qui est un référentiel assez complet, hein, ça fait presque une centaine de pages, sur tous les volets qu'avait évoqué Antoine Desbarrières, la thermique, l'acoustique, l'environnemental aussi. Et dès le départ, dès le premier trait de crayon, maintenant c'est sur ordinateur, hein, les architectes prennent en compte ce volet, notamment par la dimension des locaux vélos, le confort aussi des éclairements de façade au niveau des menuiseries. Enfin, c'est vraiment des choses qui sont assez complexes. Et l'avantage pour nous, entreprises, indépendamment du fait que c'est valorisant, et l'enquête Qualitel le montrera, maintenant c'est valorisant, ça a été bon au départ, mais c'est valorisant, nous permet en fait, nous, en interne aussi, d'avoir dans la certification, de manager notre qualité au niveau de l'entreprise. C'est-à-dire qu'on fait ce qu'on appelle un SMR, hein, c'est un document que doivent suivre tous les collaborateurs et qui décline en fait comment faire cette certification pour tous nos logements. Mais ça va aussi bien au niveau de la vente, au niveau de faire des comptes rendus de réunion pour chaque réunion. Il y a une traçabilité en fait de tout notre processus. Alors ça paraît très simple finalement à vous entendre, même si ça doit être très complexe, mais il y a quand même un petit souci, enfin moi de ma fenêtre de personne grand public, c'est souvent les promoteurs utilisent des sous-traitants. C'est pas vous qui construisez, vous n'avez pas en interne les maçons, tous les corps de métier. Donc comment fait-on pour contrôler tous ces corps de métier? Dans les marchés de travaux, c'est quand même un contrat qu'on passe avec chaque entreprise. Dans les marchés de travaux, pour chaque lot, il y a un volet, donc certification, et l'entreprise doit garder une traçabilité de tous les matériaux qu'elle emploie. Et ces matériaux sont certifiés, notamment aussi après les tests avec le CSTB. En France, la certification en fait, s'appuie aussi sur la certification des matériaux employés. Et donc l'entreprise ne peut pas changer comme elle le souhaite la marque du robinet pour en prendre un autre moins cher ou peut-être qu'elle considère à la meilleure prix chez un autre fournisseur. Ce n'est pas le cas. Elle doit appliquer le marché de travaux. Et ce marché de travaux, si on s'aperçoit que le robinet n'est pas celui qui était prévu, on les fait démonter, on les fait remplacer. Donc le suivi va jusqu'au bout. Jusqu'au bout, d'ailleurs. Et là, c'est à vous qu'incombe la charge du suivi? Alors le suivi, non. Justement, la différence entre une certification et une charte, la charte n'engage que celui qui l'écrit en fait. Hein. La certification, c'est justement le CERCAL qui missionne en fin d'opération des certificateurs qui viennent faire un contrôle sur le chantier, de voir tous les matériaux qui ont été employés, c'est les carrelages, et on a un recueil avec des classeurs où il y a justement notamment au-dessous des photos des palettes, des carrelages, d'où ils proviennent, si c'est bien le carrelage qui était prévu, et s'il y a une traçabilité qui est très forte. On y reviendra bien sûr tout à l'heure. Mais auparavant, alors en introduction, j'ai parlé rapidement de ce baromètre, Antoine Desbarrières, que vous avez publié au mois d'octobre. Et alors là, c'était quand même la douche froide. À l'issue du confinement, 1 Français sur 5 avait envie de déménager. Le manque d'espace, c'est flagrant dans les appartements. Donc c'est comme une sorte de mode finalement. Pendant un moment, c'est comme à la montagne, il fallait construire des studios pour accueillir le plus possible de gens pour faire du ski. Et maintenant, les gens veulent des grands espaces, et c'est pareil en ville. Les gens n'ont pas de coin bureau pour faire du télétravail. Il manque toujours une chambre pour un enfant. C'est ça là, le baromètre que vous avez publié? Alors ce baromètre Qualitel, c'est la 4e édition qu'on a publiée au mois d'octobre, donc c'est tout récent. Et en fait, cette 4e édition était consacrée effectivement au sujet de l'agencement du logement et à l'environnement extérieur de son logement. Alors nous menons ce baromètre avec Ipsos, et donc on interroge entre 2500 et 4000 personnes selon la nature du questionnement qu'on a. Donc on a un échantillon du coup, très très robuste, qui est parfaitement représentatif de la population française. Et pour répondre très précisément à votre question, oui, au moment où on a fait notre enquête, il se trouve qu'on était confinés. Et donc ce confinement a été un véritable révélateur du besoin d'espace qu'ont les Français. Alors je vais peut-être revenir un petit peu sur l'histoire de ce baromètre, parce que c'est important pour vos auditeurs comprennent bien comment ça fonctionne, les tenants, les aboutissants, et puis les grands enjeux. Le principe, c'est d'interroger
donc les Français, sur environ 17, ou précisément 17 critères qui vont les intéresser en matière de qualité de son logement, et on les interroge sur la façon dont ils perçoivent la qualité de leur logement. Donc c'est quelque part subjectif, mais par rapport à l'échantillon qu'on a, on arrive à avoir une évaluation tout à fait intéressante de cette perception de la qualité du logement par les Français. Donc 17 critères, c'est le confort acoustique, c'est l'environnement extérieur, le confort thermique en été, la performance énergétique, les locaux communs dans son immeuble par exemple, etc. Et donc le premier baromètre qu'on a fait, il a montré une première chose, c'est que les logements les plus récents, ceux qui étaient construits depuis les années 80 finalement, avaient la meilleure qualité, une meilleure qualité que ceux qui ont été construits autour des deux conflits mondiaux, sensiblement meilleurs, et notamment d'ailleurs les logements certifiés sont encore meilleurs. Voilà, ça montre que l'évolution des règles, des normes, des réglementations, des normes et puis de la certification d'ailleurs apporte un vrai gain en qualité qui est bien perçu par les habitants. Donc pour vous situer, la note moyenne du parc français est entre 6,7 et 6,8 sur 10. Et pour les logements les plus récents, on atteint 7,5, 7,9 sur 10 pour les logements neufs. Voilà, donc c'est quand même... Ce qui est une bonne note, 7,9. C'est plutôt bien, et ça montre que tout le travail qui est fait depuis des années, il porte ses fruits quand même. On décrit souvent le poids des normes, des réglementations, etc. Mais il y a quand même un bénéfice pour l'habitant. On a aussi mis en avant qu'il y avait 5 plaies essentielles pour les Français dans leur logement. La qualité acoustique, le bruit, voilà, le bruit des voisins, le bruit de la rue, etc. Le confort thermique, en été ou en hiver, j'ai froid, j'ai trop froid, j'ai trop chaud. La performance énergétique, la qualité de l'air intérieur, l'air qu'on va respirer dans son logement. Et puis en dernier lieu, les matériaux qui constituent le logement. Voilà. Ça, c'est très intéressant sur l'air intérieur. C'est relativement nouveau, cette question que vous leur posez sur l'air intérieur? Alors, c'est une question qui effectivement émerge de plus en plus. On passe de plus en plus de temps dans son logement et ça a surtout surgi en fait avec la dernière réglementation qui est actuellement en vigueur, qu'on appelle la réglementation thermique 2012. Qui a conduit à ce qu'on construise des bâtiments dits basse consommation, qui sont très étanches en fait. Pour avoir un bâtiment qui consomme peu, il faut qu'il soit bien conçu, avec si possible une bonne conception bioclimatique en termes d'orientation, en termes d'isolation, et on régule au maximum les flux d'air dans le logement, le renouvellement de l'air intérieur, pour pas trop le refroidir en hiver. Mais si ceci est mal réglé, eh bien forcément on a un défaut de renouvellement d'air, un défaut de qualité de l'air. On passe 80% de son temps à l'intérieur, et donc c'est vraiment quelque chose d'essentiel. Et donc on a commencé de plus en plus à se préoccuper de cet enjeu en termes de renouvellement d'air, mais aussi qu'est-ce qui faisait qu'on avait un mauvais air intérieur. Alors ça peut être le comportement de l'habitant, ça peut être l'air extérieur qui est pollué, mais c'est aussi la qualité des matériaux, l'émission des matériaux qui vont, pour les matériaux, une partie des matériaux neufs, émettre des composés organiques volatiles par exemple, qui sont nuisibles à la santé. Il y a d'autres sujets qu'on pourrait évoquer avec des polluants extérieurs, par exemple un gaz cancérigène qui est le radon. Voilà, c'est un vrai enjeu de société. La qualité de l'intérieur, ça coûte à la société à peu près 15 milliards par an. Ça, c'était avant le Covid. Ça, c'est l'impact de la... Ça, c'est avant le Covid, et on m'a dit, l'impact sur notre avec santé. le Covid, que le sujet de la qualité de l'air intérieur, il est encore plus prégnant. C'est pour ça que je vous ai posé la question. Et ça concerne alors les logements neufs, mais ça concerne aussi les logements anciens, les logements mal isolés, parce que, et là, du coup, les personnes défavorisées qui vont avoir tendance, puisqu'elles chauffent peu, à vraiment obturer les bouches de ventilation, voilà, tout l'air, tout le flux d'air et tout le transfert d'air qui est essentiel en fait dans un logement. Et là, on a vraiment du coup des problèmes de santé
santé, qui peuvent aller assez loin si on a des appareils de chauffage défectueux avec du monoxyde de carbone. Oui, on entend de toute ça façon, peut être on un entend décès. régulièrement aérer au moins 20 minutes par jour votre logement. Ça reste, à minima. ça reste de vrai, et c'est un des gros sujets d'ailleurs qu'on regarde au travers de la certification. Marc l'a dit, on fait des contrôles. La certification, c'est effectivement des normes, un référentiel. Ce sont des contrôles qu'on fait à la conception, c'est vraiment le point essentiel à la conception, mais aussi à la réception, au moment où on livre le logement. Et on fait ces contrôles sur le renouvellement d'air, la façon dont la ventilation est réglée. Et notamment, on s'est rendu compte que, tenez-vous bien, dans un logement sur deux qu'on contrôlait, dans le cadre de la certification, on était non conforme, les appareils étaient mal réglés. Alors bien sûr, quand on fait les contrôles en certification, il y a une remise en conformité qui se fait, sinon il n'y a pas de certificat, on retire le certificat. Voilà, on a vraiment un sujet majeur sur ce point de la qualité de l'air intérieur et de renouvellement d'air, et c'est une des 5 plaies du logement. Alors, on revient au baromètre. On va revenir au baromètre. Je récapitule donc les 5 points importants finalement pour les Français, d'après votre baromètre. C'est le bruit, bien sûr, le côté thermique, l'air intérieur, bien sûr, et puis aussi les matières utilisées, et puis évidemment la performance énergétique, notamment le froid, le chaud. Trop chaud en été, c'est pas agréable, et trop froid en hiver, c'est encore plus désagréable. Alors, toutes ces questions sont posées dans vos baromètres, bien évidemment. Donc, le résultat cette année, il est édifiant. Alors, le résultat cette année, il est édifiant. Il n'est pas si surprenant que ça, parce que sur certains aspects, parce que l'an dernier, on s'était interrogé sur la notion de territoire. Et on avait déjà observé une notion de fracture territoriale inversée. On l'appelle comme ça, on l'appelait comme ça. De quoi s'agit-il ? On connaît la fracture territoriale sous l'angle, quand je vis dans un bourg rural, j'ai peu de services publics, j'ai pas forcément des commerces à proximité, j'ai une mauvaise connexion sur le plan numérique. Eh bien, la notion de fracture territoriale inversée, c'est que malgré ces handicaps, malgré ces défauts, les Français aspirent massivement à vivre plutôt dans les bourgs ruraux ou dans les villes moyennes, à l'inverse des grandes agglomérations ou bien sûr de Paris. Et ceci, je dirais, quelles que soient les générations, alors sauf pour les moins de 35 ans qui se plaisent bien à Paris ou dans les grandes villes, mais dès que la famille grandit, il y a un besoin de partir. Alors, donc finalement, pourquoi on veut partir ? Le côté voulu par les politiques de métropole, c'est un concept qui tombe à l'eau. C'est pas un concept qui tombe à l'eau, c'est un concept qu'il faut revisiter. Parce que le monde a changé aussi, et le monde ayant changé, il faut aussi répondre aux aspirations des Français. Alors de quoi ont-ils besoin les Français ? Ils recherchent de l'espace. Donc bien sûr, l'espace, on l'a plus facilement dans le bourg rural, dans la ville moyenne qu'en ville. Quand on est jeune, on est encore plus pénalisé quelque part par rapport à ça, forcément. La taille idéale, en fait, les 60 mètres carrés par personne, ça c'est la taille idéale, on l'atteint quand on est retraité, le plus souvent. Et on l'a plus facilement dans une maison et dans le bourg rural, comme je le disais. Et puis ils recherchent aussi le confort. Je parlais des 5 plaies du logement tout à l'heure. Eh bien, en ville, on est gêné par le bruit. On est gêné beaucoup par le bruit des voisins, un petit peu par le bruit de la rue aussi, mais surtout le bruit des voisins. On souffre en été des épisodes caniculaires. Voilà, donc ça, c'est quelque chose qu'on avait observé l'an passé avec notre baromètre. Et donc cette année, ce baromètre qui était consacré à l'agencement intérieur et du logement, eh bien, il a simplement remis en évidence ces éléments-là. C'est-à-dire que pendant la période de confinement, forcément, on est resté chez soi. Et donc, ceux qui habitaient en studio, les plus jeunes qui ont plutôt qui habitent dans des petites surfaces, ou ceux qui n'ont pas une chambre pour leurs enfants, ils ont souffert terriblement pendant cette phase de confinement. Lorsqu'ils étaient amenés à télétravailler, eh bien, le plus souvent, effectivement, il n'y avait pas
endroit pour s'isoler. Oui, vous dites ça même, marche c'est pas. important, 4 Français sur 10, d'après votre baromètre, n'ont pas l'espace suffisant pour un coin bureau. Donc c'est énorme. C'est énorme, effectivement. Puisqu'on- Ça se conçoit bien parce que en fait, on n'a pas prévu, lorsqu'on a emménagé en ville, par exemple, de télétravailler. Si on a emménagé en ville, c'est pour être à proximité de son lieu de travail, pour réduire les temps de trajet. Alors que là, du coup, on change complètement de mode de vie. Et puis donc, à l'occasion de ce baromètre, on a posé un certain nombre d'autres questions. Donc effectivement, les gros défauts, manque de surface. Mais alors, cette surface qui manque, je parlais de la chambre. On n'a pas une chambre par enfant dans une grande majorité des cas. La cuisine, par exemple, eh bien, il y a plus d'un quart des cuisines où il n'y a pas suffisamment de place pour installer un lave-vaisselle, pour faire le tri sélectif de ces déchets. Et le sujet qui pèse le plus, et d'ailleurs qui impacte le plus la note sur la qualité perçue de son logement, c'est le rangement. Il n'y a plus de rangement, il n'y a pas assez de rangement dans son logement. Ça m'intéressera d'entendre ce que dit Marc par rapport à ça. Lorsqu'il conçoit un logement certifié NF Habitat. Mais il n'y a pas assez d'espace pour ranger ses affaires. Là, en espace de 10 ans, il y a 2 fois moins de caves et de greniers dans les logements qui sont construits. Oui, les caves et les greniers On disparaissent. l'imagine bien, mais du coup, c'est toute cette place qui disparaît complètement. Donc, manque d'espace en surface, et puis aussi manque d'espace en volume, en hauteur. En hauteur, Vous j'allais l'avez le dit dire, tout à ça l'heure m'a dans votre stupéfié. introduction, et c'est vrai que nous avons été très surpris par ces résultats. Alors là, on a, au-delà de l'enquête sur la qualité perçue, on a aussi délégué des enquêteurs Ipsos sur 1 millier de logements pour mesurer concrètement et objectivement la qualité. Est-ce qu'il y a une ventilation? Est-ce qu'il y a un double vitrage sur les fenêtres? Quelle est la hauteur sous plafond? Et alors là, cette hauteur sous plafond, en l'espace de 60 ans, elle a perdu 27 cm, là, alors que les Français ont grandi de 7 cm, vous l'avez dit. Et c'est vrai qu'on observe concrètement, dans des logements neufs, sur certains territoires en France, plutôt dans le sud de la France aujourd'hui, qu'on tombe à 2,40 m de hauteur sous plafond. Alors, ça s'explique. La hauteur sous plafond, ça fait des immeubles plus hauts. Alors, le problème, il est moins prégnant en maison, bien sûr, hein, c'est plutôt en immeuble collectif, en logement collectif. Ça s'explique parce que, ça coûte forcément, mais il y a des contraintes techniques qui ont conduit à ça. L'une d'entre elles, c'est un mal pour un bien quelque part, mais l'acoustique, si on veut bien s'isoler de ses voisins, ou bien protéger ses voisins des bruits de pas qu'on va avoir dans son appartement, surtout si on a du carrelage, il faut épaissir les complexes de plancher. Donc tout ça, ça a un impact sur la hauteur sous plafond. Ce que vous voulez dire, c'est que ça n'est pas la hauteur de l'immeuble finalement qui a réduit, c'est parce que on met plus de moyens dans l'isolation phonique et thermique. Il y a les deux, parce que je parlais des plans locaux d'urbanisme tout à l'heure. Une autre contrainte aussi, ce sont les contraintes de gabarit qui sont imposées par les collectivités. Et face à ces contraintes de gabarit, donc on doit construire un maximum d'étages pour amortir le projet immobilier. On peut être aussi contraint avec des règles de sécurité qui imposent de mettre des garde-corps en terrasse pour les personnes qui vont venir faire l'entretien. Et du coup, la seule façon de faire tenir le projet, c'est de réduire les hauteurs sous plafond. Donc tout ça, il faut le changer, il faut inverser le rythme. Et vous parliez la tendance, et vous parliez des élus locaux tout à l'heure. Eh bien, nous avons, dans nos référentiels de certification, nous imposons depuis le mois de juillet une hauteur sous plafond de 2,50 m minimum. Bien sûr, des surfaces de rangement, etc. Ça va être plein de choses comme ça. Mais donc, on va voir les élus en leur disant maintenant, messieurs les élus, modifiez vos PLU, regardez, c'est essentiel. Sinon, les logements que vous faites construire sur votre territoire, ils n'ont pas la qualité requise. N'attireront peut-être beaucoup moins de monde. Et sachant que les Français continuent à grandir, et ça pose des problèmes de renouvellement d'air, parce que le renouvellement d'air se fait d'autant mieux qu'il y a plus de volume. Et donc ça va poser des problèmes par rapport au réchauffement climatique, aussi de confort d'été. Merci Antoine Desbarrières de nous avoir présenté ce baromètre. Je vous propose une seconde pause même musicale. Et ensuite, on va passer la parole à Marc Gédoux, voir comment il va faire pour intégrer toutes ces nouvelles réglementations.
Donc, il est sur tout le site. C'est important. Je pense que vous posez la question. Attention avec le micro, s'il vous plaît. Bien vous approchez de moi. Quand je veux parler, je ne parle pas. Non, parce que tout à l'heure, on ne m'entendait pas beaucoup. Ah ouais, je Vous parle parliez plus comme de ça. l'extérieur. Ouais, d'accord, merci. et en fait, ce baromètre que vous faites annuellement, finalement, ça vous permet maintenant de modifier vos normes et de faire évoluer. Ça nous conforte par rapport à ce qu'on a déjà intégré, parce qu'on est plutôt en anticipation, mais ça peut aussi permettre d'objectiver l'intérêt de la certification, donc de convaincre les promoteurs, les élus, et puis aussi de prendre des orientations qu'on n'avait pas forcément anticipées ou imaginées. Oui, parce que vous avez parlé du tri sélectif. On n'avait pas imaginé que le tri sélectif pouvait aller jusqu'à autant de poubelles qu'on est en train... Alors, c'est surtout les containers. Ouais. Et les containers. Il y a les conteneurs. Les locaux poubelles qui sont beaucoup plus généreux maintenant. Et puis, dans la cuisine. Et puis moi, je vais vous relancer sur, par exemple, les États-Unis. Aux États-Unis, les maisons, elles ont des dressings énormes. Mais les maisons. Les maisons, Pas les logements, pas les appartements. Il y a à New York, les appartements, c'est pas si grand. à New York, mais bon... Évidemment, on est en ville, c'est le problème. Mais en Allemagne, les appartements sont grands, beaucoup plus grands que chez nous. En Suisse aussi. En Italie. Et c'est pour ça que tout à l'heure, dans mes premières questions, je vous demandais où on en est par rapport à l'Allemagne ou par rapport à la Suisse. Pourquoi est-ce que nous, on a toujours cette vision étriquée finalement? C'est la question que je vais vous poser tout à l'heure. C'est petit à petit, en fait, c'est venu du fait que les gens s'endettent. C'est parce qu'on est trop petit, on a un trop petit pays. Les gens s'endettent pour acheter. Et dans un bureau de vente, quand vous avez un 3 pièces qui fait 55 mètres carrés, ce que je ne fais pas, mais à l'extrême, je caricature, mais ça existe. Hein. Oui, 55 mètres carrés, ou comme je fais Anthony, où ils font 74 mètres carrés. Celui qui fait 74 mètres carrés coûte beaucoup plus cher que celui qui fait 55. Et quand vous avez 2 enfants, bah vous achetez 55 mètres carrés, il aura un séjour qui va faire 18 mètres carrés. C'est qui? On fera 30. Mais vous avez acheté celui de 55. Vous ne pouvez pas acheter plus. Nous voici de retour au bar de l'économie sur IDFM après cette jolie pause musicale. Alors auparavant, on parlait de ce baromètre qu'a publié le groupe Qualitel. Antoine Desbarrières nous a donné quand même des bonnes indications et notamment le plus stupéfiant, les appartements ont diminué en hauteur sous plafond, moins 27%. Les Français ont grandi plus 7 cm en quelques années. Donc quand on est constructeur, promoteur immobilier, Marc Gédou, comment fait-on pour intégrer toutes ces nouvelles demandes finalement et ces nouveaux besoins? Je pense à la place de rangement, je pense au tri sélectif qui n'existait pas il y a 15 ans. Et là encore, le tri sélectif, il est en train de s'affiner. On voit des nouvelles poubelles arriver. Comment faites-vous? Alors, c'est pas des équations faciles. Quand on peut, je pense qu'on va prendre plusieurs critères. Les hauteurs sous plafond. Quand le PLU ou le PLUI, le PLU intercommunal, le permet, vous allez voir que c'est une règle très simple, hein, on augmente nos hauteurs sous plafond et on est plutôt à 2,60 m. D'abord parce que c'est un argument de vente. On le met dans notre plaquette. Et par rapport à des concurrents qui sont restés sur 2,40 m, qui ne l'annoncent pas, ou 2,50 m, en fait, les concurrents ne l'annoncent pas. En fait, ce que vous voulez dire, je rappelle qu'aujourd'hui, on parle d'immobilier de qualité. Ce que vous voulez dire, c'est que finalement, quand on veut acheter un appartement, on ne pense pas forcément à demander la hauteur sous plafond. Et on devrait le faire. Très peu de personnes le demandent. Et en plus, après, je vous parlerai des surfaces. C'est très difficile sur un plan d'appréhender la surface à vivre. Vous verrez. Donc, la hauteur, quand vous avez un plan local d'urbanisme qui vous dit, comme beaucoup l'ont fait pour justement que les immeubles ne soient pas trop hauts, qui vous donne une hauteur à l'égout. C'est la règle en fait, surtout en Ile-de-France. On vous dit votre immeuble va faire 12 mètres à l'égout, donc vous pouvez faire 4 niveaux. Pourquoi? C'est 4 niveaux qui feront des hauteurs de 2,50 m. C'est calculé comme ça. Et comme le dit si bien Antoine, pour isoler phoniquement les logements, on augmente les complexes d'isolance ou les chapes, on fait des chapes, on fait un plancher qui est de 23 cm. Et vu qu'on est contraint par cette hauteur, si on faisait des logements qui feraient 2,60 m au lieu de 2,50 m, on perdrait un étage.
Et là, vous perdez un chiffre d'affaires, et donc... Et donc, de quoi amortir... l'argent pour le foncier, pour le terrain, et donc vous n'avez pas l'affaire. C'est très simple. Donc, vous avez des plans locaux d'urbanisme. Donc finalement, là, c'est un appel aux élus, il faut faire évoluer les PLU. Ça évolue. Ça évolue. Je prends l'exemple d'Antony, où là, je fais des logements à 2,60 m, parce qu'en fin de compte, on compte en nombre de niveaux. On dit, voilà, vous ne pouvez pas dépasser, pour le rez-de-chaussée, vous ferez plutôt 3,20 m, parce que c'est des commerces, par exemple, et vous avez tant de niveaux. Évidemment, il y a une limite, on peut faire des étages à 5 mètres de hauteur, parce que sinon, l'immeuble serait très très haut. Mais ça permet en fait d'avoir plus de souplesse sur la hauteur des logements, et ponctuellement, au dernier étage, par exemple, pour des beaux logements, d'avoir des hauteurs qui vont jusqu'à 3 mètres. Mais ça, il faut que le plan local d'urbanisme le permette. Donc c'est une négociation finalement. Quand vous allez voir, quand vous voulez construire quelque chose et que vous rencontrez les élus, forcément, est-ce que vous attirez leur attention là-dessus en disant attention, Oui. votre PLU n'est pas assez... Oui, mais oui, ça évolue. Les communes maintenant l'ont pris en compte, hein, parce que d'abord on aussi, elles nous écoutent aussi. Hein, c'est pas une négociation, d'ailleurs c'est pas le terme. C'est qu'on leur dit voilà, votre plan local d'urbanisme, vous êtes en train de le réviser, changez cette règle pour permettre d'avoir des logements plus confortables. Donc ça, c'est la première demande finalement des Français d'après le dernier baromètre Qualitel. Le deuxième, c'est le manque de rangement. Et c'est vrai, on a vu dans certaines constructions des chambres qui font 9 mètres carrés, alors qu'avant, on était à des... Là, mea culpa, c'est un peu notre défaut. Hein. Il y avait aussi l'absence de cave. Parce que nous, on a tendance à privilégier la pièce de vie qui est le séjour et la cuisine qui est attenante. Et c'est vrai que les chambres, à part la chambre parent, qui est en plus la chambre handicapée, qui est plus grande, qui fait plutôt 12-13 mètres carrés, on privilégie en fait la surface du séjour par rapport aux chambres. D'autant plus qu'il y a une réglementation handicapée, elle nous oblige à faire des salles de bain et des toilettes qui sont surdimensionnées pour faire entrer un fauteuil roulant. Et donc cette surface-là, on la privilégie sur le séjour. Mais quand les clients viennent dans les bureaux de vente, le plan de vente énonce pour chaque pièce et surface habitable. Vous avez raison, il y a quand même une limite à 9 mètres carrés dans laquelle il ne faut pas descendre. Mais après, c'est très difficile pour un client de voir que le séjour il fait 18 mètres carrés, un autre fait 30 mètres carrés. Certes, il est plus grand sur le plan, mais à vivre, c'est pas du tout la même chose. Un séjour qui fait 18 mètres carrés, il va être... surtout si vous avez 2 enfants à 3 pièces avec un séjour de 18 mètres carrés, des tout petits 3 pièces, qui sont d'un point de vue financier abordables, qui le seront moins sur un 3 pièces de 70 mètres carrés, mais quand vous aurez 2 enfants, ça sera invivable. Au bout d'un moment, ils vont déménager. Donc ce que vous voulez dire, c'est qu'actuellement, on peut proposer des 3 pièces de 55 mètres carrés, alors qu'avant, la norme, c'était plutôt, un 3 pièces, c'était plutôt dans les 65-70 mètres carrés. Oui, mais vous avez quelques, notamment dans des endroits où la clientèle est primo-accédante, où le budget compte beaucoup, vous avez des 3 pièces qui peuvent descendre à des surfaces comme ça. Et donc le public, évidemment, le jeune couple préférera un 55 mètres carrés, forcément. La situation est bien, bon, c'est bien placé, c'est la vie où il voulait vivre. Et après, il regardera qu'il a quand même 2 chambres à un séjour. Et je pense qu'il va avoir une grosse déception lors de la réception, à la livraison de son logement. Il va voir quand même que le séjour est petit. Alors quand on regarde un programme immobilier neuf en cours donc, de construction pour acquérir, est-ce qu'on peut faire changer facilement la disposition des pièces que vous avez prévues? Non, c'est très difficile. En fait, c'est très difficile. Il y a des pièces qui sont intangibles. C'est tout ce qui est donc salle de bain, WC, la chambre parentale, qui doit respecter la réglementation handicapée, et la cuisine, qui doit avoir une dimension minimale. On ne peut pas faire bouger les cloisons comme ça. Parce que si par exemple... C'est pas une question de conduite d'évacuation des eaux usées ou des eaux propres? On peut quand même bouger les cloisons, on peut en supprimer notamment, mais il faut que ça soit fait très en amont, c'est-à-dire qu'il faut venir au début du programme avant que les chantiers ou que les fondations soient achevées. Après, c'est beaucoup plus compliqué, parce qu'il y a tout un processus, les certifications ESA pour les contrôler aussi, d'approbation des plans avant qu'ils soient mis en œuvre sur le chantier. Et cette approbation se fait 2-3 mois avant la mise en œuvre, et après on ne peut plus les bouger. Continuons avec l'intérieur, si vous voulez bien, Marc Gédou, des appartements. Donc, pas assez de rangement. Et donc, s'il n'y avait pas ces normes, les promoteurs iraient jusqu'à nous supprimer de la surface pour ne pas mettre de la vaisselle. C'est ça que ça veut dire, en fait. C'est une norme, hein, la vaisselle. Ils peuvent très bien le supprimer s'ils ne sont pas certifiés. Et dire, voilà, ben moi, je mets une kitchenette dans un 2 pièces ou un 3 pièces parce que ça prend moins de place. La kitchenette, elle tient sur 1 mètre. Vous mettez un petit frigo, une plaque de cuisson, un évier. Et par contre, sur le plan, vous avez un coin repas et ça fonctionne, mais ça ne fonctionne pas. Dans les
Alors, ce qu'il faut dire aujourd'hui, c'est que le standard, quand même, vers lequel on a tendu, c'est la notion de pièce à vivre, en fait, hein, qui intègre la cuisine. Alors, Oui, la mode, c'était à la cuisine ouverte. c'est lié à Finalement, les Français sont c'est lié à mitigés. la fois une aspiration des plus jeunes générations, mais aussi ça a été un peu contraint par la réglementation handicap, qui en augmentant les surfaces des couloirs et des pièces d'eau, en fait, a contraint les constructeurs pour tenir l'équation économique, finalement, à faire cette grande pièce à vivre. Alors, À faire des cuisines qui a un ouvertes, attrait, donc, sur... qui a un attrait quand on est jeune, mais dès qu'on passe le cap des 60 ans, tout de suite, effectivement, cet attrait diminue puis, et on a envie d'une cuisine dans des fermée, périodes finalement. type confinement, avec du télétravail ou autre, là, ça marche plus du tout. Oui, parce que ça fait du bruit. Si quelqu'un fait la cuisine et qu'on travaille et qu'on est au téléphone, c'est pas possible. Ça Donc marche. finalement, il faut des cuisines avec des cloisons amovibles, en fait, Alors, avec des portes, La c'est cuisine ça? ouverte, en fait, c'est vrai que c'est une demande de notre clientèle aussi, hein, sauf quelques clientèles très particulières, les asiatiques notamment, qui nous demandent d'avoir des cuisines fermées, parce que c'est une cuisine quand ils font la cuisine, c'est assez sent. odorant. Donc ils demandent eux-mêmes, en anticipe, ils veulent une cuisine fermée. Et donc quand vous êtes dans une commune où il y a une communauté asiatique importante, vous faites majoritairement des cuisines fermées, que c'est votre clientèle. On s'adapte aussi pour ça. Alors la cuisine ouverte, quand même, elle a quand même aussi un avantage plus tard, c'est que vous pouvez mettre une cloison. Vous pouvez la rajouter, la cloison. C'est assez facile à faire. Il faut prendre un professionnel, certes, mais ce n'est pas un chantier colossal. On n'abat pas des murs. Voilà. Alors, avec les nouveaux tris sélectifs, comment faites-vous? Alors, je vois aussi que les caves disparaissent. Bon, les greniers dans le collectif, dans les immeubles, il n'y en a pas. Ça, la question ne se pose pas. Mais les caves, elles disparaissent. Pourquoi? Alors, les caves, elles disparaissent dans les programmes. Vous les remplacez par des parkings? Alors, il y a les parkings, mais les caves, en fait, on revient dessus. C'est-à-dire qu'en tout cas, chez Pierre Étoile, quand on peut faire des caves, on les fait. Et on impose aux architectes d'avoir au minimum des caves au moins pour les 3, 4 et 5 pièces. Voilà. Et c'est parce que c'est vendeur. Pareil que pour les hauteurs sous plafond, quand on a 2,60 m, alors que la concurrence n'annonce rien dans sa notice, mais ils sont à 2,50 m, on l'annonce. On annonce aussi qu'il y a des caves. Et c'est un sujet pour vendre, c'est clair. On n'est pas non plus des philanthropes. C'est aussi un avantage concurrentiel que n'auront pas les autres quand on est dans un marché où il y a beaucoup d'offres. Voilà. Bien Donc évidemment. les caves, on les fait. Les caves aussi ont quand même un avantage, elles pallient quand même aussi au manque de rangement. Hein. Donc c'est vrai que nous, on a tendance maintenant à en mettre. Dès qu'on peut le faire, on n'hésite pas à en mettre. Merci pour ces précisions, Marc Gédou. Alors, on va peut-être évoluer dans notre débat aujourd'hui, si vous voulez bien, parce que Antoine Desbarrières, en tant que directeur général du groupe Qualitel, vous faites, bien sûr, vous êtes très au fait de la RE 2020, et dans ce cadre-là, la semaine dernière, annonce quand même importante de Barbara Pompili, la ministre de la Transition écologique. Les maisons construites à partir de l'été 2021 ne pourront plus être chauffées au gaz. En 2024, les logements collectifs seront privés de gaz. Alors, est-ce que c'est aussi tranché que ça? Quelle est la nouvelle norme, la RE 2020, Antoine Desbarrières? Alors, formellement, ce n'est pas aussi tranché parce que les textes définitifs ne sont pas encore connus. Ils seront connus, les derniers arbitrages ne seront rendus qu'en fin d'année, voire plutôt tout début d'année prochaine. Pour autant, c'est quand même très, très orienté, effectivement, de ce point de vue. Alors, c'est quoi cette nouvelle réglementation environnementale? Eh bien, elle a surtout vocation, je parlais de l'Europe tout à l'heure, à permettre à la France de répondre à ses obligations quelque part, et notamment celle qui est au travers de la stratégie nationale bas carbone, de tendre vers une neutralité carbone pour les bâtiments en 2050. Alors l'enjeu majeur, il est sur le parc de logements existant. Le neuf, c'est 1% du parc tous les ans, hein, le flux c'est 1%, donc c'est peu, mais c'est très peu. Mais année après année, ça compte quand même beaucoup. Et la dernière réglementation, du moins celle qui est en vigueur aujourd'hui, hein, dont je parlais tout à l'heure, réglementation thermique 2012, était consacrée sur le plan de la performance énergétique uniquement à cet aspect justement de performance énergétique, sans se préoccuper de la notion de poids carbone finalement du bâtiment, et de l'immeuble de logement ou de la maison.
Cette nouvelle réglementation va intégrer cette dimension carbone en complément de la dimension de performance énergétique. Elle va intégrer aussi l'enjeu qualité de l'air, beaucoup plus que la réglementation actuelle, et ça on peut s'en réjouir. Elle va aussi intégrer le confort thermique d'été beaucoup plus largement que ça n'est le cas aujourd'hui, et ça aussi on peut s'en réjouir. Parce qu'en fait, avant, on faisait surtout attention à la qualité thermique de l'hiver et pas tellement de l'été, c'est ça? C'est pour ça? C'est un peu ça, c'est un peu ça. Et donc là, beaucoup plus aussi l'été, parce que les épisodes caniculaires sont de plus en plus nombreux, et ça malheureusement c'est le réchauffement climatique, hein, peut-être aussi. C'est incontournable. Voilà. Alors sur le plan du carbone, comment ça marche? Sur le plan du carbone, en fait, il y a plusieurs éléments qui contribuent en fait à émettre du carbone quand on construit un bâtiment. Pour faire simple, principalement donc la construction même du bâtiment, et donc les matériaux qui ont permis de construire ce bâtiment, et puis les consommations d'énergie pendant la vie du bâtiment. Alors il y a d'autres contributeurs, hein, l'eau, les déchets, etc., mais c'est surtout ces deux-là. Et donc la prise en compte de cette dimension va avoir, si on regarde les consommations d'énergie, un enjeu majeur. Et là, il y a à la fois, on va dire physiquement, la nécessité effectivement de prendre en compte cette dimension carbone, mais il y a aussi des éléments, je dirais, qui sont plus politiques et conventionnels, qui intègrent, et c'est pour ça que ça fait beaucoup débat en ce moment, qui intègrent le poids carbone de chaque énergie. Et le gaz, les combustibles fossiles émettent plus de CO2 que lorsqu'on consomme l'électricité chez soi. En revanche, quand on a produit l'électricité, on a aussi consommé du CO2, alors plus ou moins selon les pays. En France, avec le nucléaire, on en produit, enfin voilà, plutôt moins. Mais tout ceci fait quand même débat. Et donc, un des grands arbitrages dans cette réglementation environnementale 2020, ça a été de dire on va modifier un petit peu les coefficients qui permettent de mesurer le poids carbone de l'électricité en France pour tenir compte, quelque part, se projeter dans le temps de ce que ce sera dans 5 ans, 10 ans, 15 ans, etc. Et quand on fait ces calculs, eh bien, on se rend compte que par rapport aux exigences qu'on s'est données, effectivement, en maison individuelle, en juillet mi-2021, pour les permis de construire déposés à ce moment-là, le gaz passera plus. Et en collectif, parce qu'on a une progressivité qui est prévue sur cette réglementation, ça sera plutôt en 2024. Alors ceci étant, il faut relativiser. Les bâtiments neufs aujourd'hui, ils sont basse consommation, les besoins de chauffage sont très réduits, et on va, avec cette nouvelle réglementation, amplifier encore cette notion de bâtiments basse consommation de 30%. Donc on aura des bâtiments qui consommeront quasiment plus rien. C'est-à-dire que j'aime bien prendre l'image, à un moment donné, dans un immeuble récent, et encore plus dans ceux à venir, vous craquez une allumette et au bout d'une demi-heure, vous enlevez votre pull parce que vous avez trop chaud. Bon, j'exagère forcément, mais ça montre bien la qualité en fait, des biens qui sont construits aujourd'hui par rapport à un pavillon ou à un immeuble des années 60 non isolé. Voilà, ça c'est le sujet gaz, et donc c'est un vrai changement de paradigme, parce qu'aujourd'hui, 80% des logements, notamment en collectif, c'est du gaz. Et donc on voit bien la bascule qu'on va opérer, qu'on va devoir opérer. Et le fait de passer à l'électrique, ça ne veut pas dire qu'on revient à ce qu'on a appelé communément le grille-pain, Voilà. De l'époque où il fallait faire beaucoup d'électrique pour amortir le nucléaire. Donc c'est plus du tout ça. Il y a des énergies renouvelables, il y a de la pompe à chaleur, on a des compléments de chauffage avec un sèche-serviette dans une salle de bain par exemple, mais le besoin de chauffage il est très 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 limité. Voilà, donc c'est plus du tout la même chose. Il y a un autre changement de paradigme important, c'est aussi les matériaux, et de la même façon qu'on va basculer sur plus d'électrique et beaucoup moins de gaz, voire à un moment donné plus du tout, et ça fait débat parce qu'il y a du gaz vert aussi qui existe, la biomasse et autres. C'est sur les matériaux, le poids carbone des matériaux biosourcés est bien moindre, et donc là aussi les maisons à très brève échéance sont plutôt en bois au lieu d'être en maçonnerie, agglomérées,
briques ou autres, etc. Donc vous pensez que le bois va reprendre Je- du poil de la bête, même en ville, dans les Si la métropoles, comme on réglementation disait est tout à avérée, l'heure? En maison, le bois sera incontournable. En ville, on construit des immeubles en bois. Aujourd'hui, ça reste rare parce que ça présente des difficultés structurelles, acoustiques. Et puis, il faut que la filière aussi s'organise. Aujourd'hui, la filière est, de ce que nous on observe en tout cas, hein, elle n'est pas capable d'absorber la totalité de la production de logements en France. Donc tout ça doit se faire progressivement. Alors on relativise effectivement l'annonce de la semaine dernière de Barbara Pompili, sachant que, vous l'avez dit, les constructions sont neuves, ce n'est que 1% des constructions de logements en France. Mais malgré tout, Marc Gédou, comment fait-on pour appliquer ces futurs besoins ou, comment dire, d'utilisation d'énergie mixte, j'allais dire finalement? Comment allez-vous faire ou comment faites-vous déjà? Alors juste 1% par an, au bout de 10 ans, ça fait 10% quand même. C'est ça. Ça ne devient pas neutre. Hein. C'est pas neutre. Mais c'est aussi la désorganisation de toute une filière industrielle qui s'était bien investie. Ça, c'est quand même embêtant. En fait, nous, on est obligé de s'adapter. Hein, et notamment, on étudie déjà des opérations en immeuble bois. Là où on l'étudie pour l'instant sur des immeubles qui font 20 à 30 logements. On s'est heurté à une difficulté, par exemple, notamment justement sur les hauteurs, où pourtant on était dans une ZAC, sur un écoquartier, donc vraiment, on anticipe vraiment le bois. Et là, on voulait faire un immeuble tout en bois, et les planchers en bois, ils font pas 23 cm, ils font 40 cm. Il faut prévoir des faux plafonds aussi acoustiques pour justement régler les problèmes acoustiques entre voisins. Et là, on s'est aperçu que l'immeuble, on perdait même pas un étage, on perdait pratiquement 2 étages. Donc, on a plié un peu le projet, on a laissé les façades en bois, mais le plancher, il sera en béton, parce qu'on n'a pas pu... le PLU l'interdit. Alors là, ils vont essayer de réviser le PLU de la ZAC, mais ça va être trop tard, parce qu'on dépose quand même de construire à la fin de l'année. Voilà. C'est pas très simple. Hein. Alors, en plus, en collectif, quand on fait un immeuble collectif de 40 logements, 30 jusqu'à 40 logements, on trouve des produits, style des chaudières à bois, appelées, etc. Quand on fait un immeuble de 85 logements ou 100 logements, et ça arrive, hein, parce qu'on a des chaudières qui peuvent être collectives pour ce type de logement en gaz, là, pour l'instant, les industriels n'ont pas encore développé ce produit parce qu'il n'y a pas de débouché. Tout simplement, ça viendra. Mais il n'y aura pas de débouché, il n'y a pas de débouché actuellement. Donc ils ont ça dans leur carton, mais ils n'ont pas encore produit de façon industrielle parce que le débouché n'y est pas. Mais ça va venir, justement. En 2024, on n'aura pas tellement le choix. Alors là où c'est plus délicat, c'est la filière bois. Parce que c'est vrai qu'il faut qu'elle s'organise, mais il faut clairement qu'elle mette plus que les bouchées doubles, les bouchées triples. Parce que moi, on était fini deuxième, perdant, mais quand même deuxième sur le village des Olympiques avec Saint-Denis. Et on s'est rendu compte que, parce qu'on a approché la filière bois, quand on nous a demandé de construire 65 000 m² en bois, elle nous a dit, attendez, est-ce que je dois faire sur Saint-Ouen, est-ce que je dois faire sur Saint-Denis? Déjà, ça représente actuellement 5 ans de production. Donc, laissez-moi développer, etc. Donc, le bois, on va avoir en fait, si on fait tout d'un coup, comme ça, comme c'est prévu, on va avoir un souci de provenance du bois. Pour l'instant, le bois français, ça ne représente pas la majorité du bois pour la construction. Il vient des pays du Nord et quelquefois des pays de l'Est. Revenons, si vous voulez bien, Marc Gédou, au problème de chauffage, tout simplement, pour les constructions à venir. Parce que vous l'avez dit vous-même, c'est quand même la maçonnerie qui va encore dominer le temps que toutes les autres filières s'organisent. Donc comment faites-vous? Est-ce que vous commencez à réfléchir à allier plusieurs types d'énergie pour chauffer ou refroidir même les appartements? Oui, on va faire un peu à l'instar de la voiture, hein, ce qui s'est passé, on va passer par une période hybride. C'est-à-dire qu'avant de passer à tout électrique en voiture, il y avait des voitures hybrides. Là, ça va être un peu pareil. Je pense qu'en fait, pour en avoir discuté avec des spécialistes des bureaux d'études thermiques, ils vont nous dire qu'en fait, il faudra quand même conserver un peu de gaz pour les périodes d'hiver où il y a quand même du froid. Il faut quand même, et on va, le reste de l'année, utiliser les énergies renouvelables avec une pompe à chaleur. Et déjà, c'est le cas, hein, des opérations qui sont en préfiguration de l'Aéro 2020, qui sont labellisées. Il y a un label, en fait, comme c'était BBC avec l'AT 2012. Il y a des labels qui existent depuis 2017, qui sont des labels de plus, c'est moins. Et quand vous êtes dans ce type de label, il faut faire des productions de chaleur et d'eau chaude hybrides. Donc on a une pompe à chaleur et aussi une chaudière gaz qui viennent en complément. La pompe à chaleur va fonctionner sur tout l'été.
Et période d'hiver, où il faudra quand même beaucoup plus chauffer, la chaudière gaz va venir en appoint. C'est de l'hybride. Vous ne parlez pas du tout de panneaux photovoltaïques. On ne l'a pas entendu Alors, au cours il y a du les débat panneaux solaires, aujourd'hui. il y a les panneaux Est-ce que solaires, les vous avez panneaux raison de solaires... dire. On a des panneaux solaires pour chauffer de l'eau chaude. Les panneaux photovoltaïques, c'est pour aller au-delà, pour faire un complément de la revente d'électricité, pour vraiment être neutralité énergétique, être ce qu'on appelle avoir un logement, un immeuble passif. Mais ça vient toujours en complément. En complément. On n'aura pas de chauffage. Et les panneaux solaires, est-ce que c'est une demande des élus de les installer ou est-ce qu'au contraire ils refusent? Parce Alors, que souvent il y en a beaucoup qui n'aiment pas parce qu'ils trouvent que ce n'est pas beau. Notamment quand vous êtes en secteur classé, à moins de 500 mètres d'un monument historique, les ABF nous disent les panneaux solaires, il faut les cacher. Parce qu'on les cache, ils ne produisent plus. Donc, je caricature un peu, mais c'est ça. Donc les panneaux solaires, de ce côté-là, on a quand même une contrainte environnementale au niveau esthétique qui est pas neutre. Et du coup, Antoine Desbarrières, vous n'imposez pas le panneau Non, pas du tout. On n'impose pas le propre de la certification, c'est surtout de ne pas imposer de solutions techniques. On impose des exigences en termes de performance et puis parfois des garde-fous, hein, des niveaux en deçà desquels il ne faut pas aller. On sait aussi, malheureusement, qu'il y a dans certains cas, il y a une seule solution technique qui permet de répondre à la solution. Donc, dans ce cas-là, on l'impose, mais en général, on n'impose pas de solution. En revanche, on observe et on facilite aussi le fait que toutes les filières puissent accéder aux exigences de la certification. Et sur le sujet du solaire, les panneaux photovoltaïques, aujourd'hui, on observe à peu près 10% sur 10% des projets, la présence de ces panneaux, notamment par exemple en Normandie, donc dans un climat qui est assez proche de celui la Normandie, le sud de la France, je ne sais pas. Voilà, mais sur le panneau solaire, il présente des difficultés techniques qui sont un petit peu plus difficiles à gérer en termes notamment d'entretien, de maintenance. Voilà. Vous voulez dire que la filière n'est pas encore suffisamment organisée en France? C'est un équipement qui est difficile à régler, qui doit être entretenu, qui doit fonctionner tout le temps. Ça pose des difficultés lorsqu'on part en vacances, etc. L'entretien est difficile parce qu'il faut monter sur les toits. Du coup, ce sont des nacelles. Enfin, c'est assez complexe. Et puis, par rapport à la réglementation environnementale 2020, il y a un autre élément qui va entrer en ligne de compte forcément. C'est qu'on va mesurer aussi le poids carbone. À la fois, il y a un apport avec ces équipements, mais il y a un poids carbone lié à la fabrication de ces équipements, qui aujourd'hui proviennent principalement de Chine. Et là, forcément, on fait tout rentrer dans la balance, et il faut trouver le juste équilibre entre la performance énergétique, le poids carbone. Et là, il y a des vrais choix pour les constructeurs, les promoteurs, selon les territoires, selon leurs aspirations, selon ce que souhaitent les élus, pour trouver la bonne solution. Alors, il nous reste 5 minutes pour finir sur notre sujet du jour, immobilier de qualité. J'aimerais qu'on parle des nouveaux mots qu'on entend, économie circulaire, si vous voulez bien. Et puis, faut-il intégrer de la biodiversité dans les projets, puisqu'on a déjà parlé donc d'énergie, d'acoustique et d'environnement. Antoine Desbarrières, à vous. Alors, tout ça, oui, il faut l'intégrer. C'est l'avenir, c'est notre avenir, c'est incontournable. L'économie circulaire... il y a une loi sur l'économie circulaire, la biodiversité, pareil. Donc, ce sont des choses qu'on intègre très clairement. Donc, l'économie circulaire dans la construction, qu'est-ce que c'est? C'est s'appuyer sur les filières locales en termes de matériaux. C'est avoir une éco-conception, avoir un bâtiment qui est sobre, qui va peu consommer, et puis qui va on va surtout s'intéresser aussi à la problématique des déchets, au recyclage des déchets, au réemploi, voire à la réutilisation des matériaux. Et donc là aussi, on est dans un changement complet de mode de faire. Nouveau paradigme, c'est la nouvelle façon d'aborder la construction durable. Et ça va se généraliser sur l'ensemble du territoire. Il y a déjà aujourd'hui des territoires, la ville de Paris par exemple, qui impose de respecter le profil économie circulaire dans la certification NF Habitat sur les logements qui sont construits. La biodiversité, c'est aussi la préservation des espèces, favoriser la biodiversité et son renouvellement. Et ça aussi, c'est de plus en plus. Est-ce que ça veut dire que quand on construit, il faut un jardin, par exemple, en bas de l'immeuble? Aujourd'hui, ils aspirent à avoir un jardin, un espace vert, une terrasse, un balcon. Des balcons, j'allais dire. Alors, tout ça, il faut l'intégrer. C'est une aspiration. Et puis, ça répond à cet enjeu de biodiversité, aussi un sujet
de lutte contre le changement climatique, enfin des effets caniculaires, puisque si on va créer des masques végétaux, de la végétation, on va réduire les amplitudes thermiques. On voit bien qu'avec la pandémie, c'est la demande des Français. Votre enquête d'ailleurs le montre. Tout le monde veut un balcon à minima. On n'est pas obligé d'avoir une terrasse, mais au moins un balcon pour s'aérer. Comment fait-on pour s'adapter? 2 minutes, Marc Gédou. Alors on s'adapte pour les balcons, on s'adapte depuis très longtemps parce qu'on n'a pas de balcon que sur quelques studios et on en fait de moins en moins. Donc on a des balcons partout. Ce qui est important par contre, c'est de les faire en fait d'une épaisseur assez généreuse, au moins 1,35 m pour y mettre une table et 4 chaises. Voilà. Le studio, on n'en fait plus finalement dans les De nouveaux moins en programmes. moins, c'est un peu l'appartement bouche-trou en fait. Donc là où il y a une place perdue, on met un studio. C'est certes une demande d'investisseurs, mais on est plutôt sur le 2 pièces, on commence aux 2 pièces. On commence aux 2 pièces. Pour conclure, Antoine Desbarrières, 1 minute. Qu'est-ce qu'on peut dire pour le futur donc, de nos bâtiments? Le futur, en fait, ce sont nos bâtiments existants, c'est nos logements existants dont il faut se préoccuper, qu'il faut rénover massivement. Voilà, en intégrant au mieux toutes ces notions de qualité. Alors, c'est plus difficile dans le parc existant, et c'est pour ça qu'il faut bien se poser des questions. Est-ce que ça vaut le coup de rénover financièrement? Est-ce que ça vaut le coup parce que est-ce que le bâtiment en vaut la peine? Et donc là, il faut faire très attention par rapport aux aides qui sont mises sur la table. Il y a 2 milliards d'euros sur MaPrimeRénov'. C'est un dispositif qui est très puissant, très pertinent. Mais attention à bien utiliser cet argent public. Donc faire attention à qui on s'adresse et ce qu'on en fait évidemment et comment on rénove. Merci beaucoup pour toutes ces perspectives et puis ces indications. Je vous rappelle que vous pouvez suivre cette émission, vous pouvez la réécouter sur notre chaîne YouTube Bar de l'économie ou alors cet après-midi sur Facebook, elle sera disponible dans quelques minutes. Merci Antoine Desbarrières, merci Marc Gédou pour votre présence en studio ce matin. Merci à Christophe Rivet, notre expert en économie. Et moi, je vous retrouve dès mercredi. Demain, ce sera Jacqueline Voraz au micro. Très bonne journée. Prenez soin de vous. Ciao, ciao.